qui a pris pour cadre Oui SNCF. C'est une histoire qui a débuté voici quelques années, dans laquelle en fait on a essayé de monter une équipe autogérée au sein de l'entreprise, sur un périmètre qui s'appelle l'usine logicielle, donc tout ce qui est les outils qui permettent de livrer les logiciels du dev jusqu'à la prod, qui était multi-compétences, parce qu'elle allait du dev jusqu'à l'ops et à l'infra. Et au final, on a essayé d'expérimenter énormément de nouvelles pratiques avec Luc en tant que coach. Voilà. Alors je vais me présenter rapidement, mais juste faire deux choses. C'est pas du placement de produit, ça me gonfle le placement de produit, donc je n'ai rien à vendre et tout ce que vous allez voir là est disponible. Et puis qu'est-ce qui me gonflait encore que je voulais dire que c'était pas ? Ça me reviendra. Alors, je vais peut-être me présenter. Mon nom est Luc. J'ai commercialisé mon premier soft quand j'avais 16 ans. J'en ai 55 maintenant. J'ai fait plusieurs métiers. Ah, j'entends que Franck est en train de s'éclater de nouveau. J'ai fait différents métiers, donc du développement, chef de projet, directeur. Et là, j'officie comme coach, qui est ma nouvelle forme de management, on dira. J'ai été aussi consultant en management. Je le précise, disclaimer, vous allez savoir pourquoi après. C'est important de préciser. Et j'ai fait une mission de 2 ans et demi à Lille, chez Oui. Alors Oui, c'est qui ? C'est le premier site d'e-commerce français, 4 milliards de VA. Et en fait, on essaye d'expérimenter énormément de choses au niveau DevOps. On essaye d'ouvrir énormément de nouvelles mobilités. Et pour ce faire, on fait pas mal d'expérimentations. Et vous le connaissez sous son ancien nom qui s'appelle Voyage SNCF. Donc quand vous achetez en fait des tickets électroniques, c'est par ça. C'est une filiale de la SNCF. Même si elle s'est créée complètement séparément. On est bon ? On est bon. On est bon. On va vous passer 2 fois les messages clés en boucle. Comme ça, vous saurez. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez déjà partir et passer à la suivante. OK ? Donc en très très bref. Alors, tu peux zapper ? Oui. OK, super. Donc les messages. 1. Scrum seul, même à l'échelle, ça ne va pas suffire. Parce que ça ne va pas impacter le social et le culturel. On va définir. 2. Pour faire évoluer les postures managériales, ça va nécessiter des compétences sociales et culturelles, et il va falloir rendre ces compétences intégrables et transmissibles. OK ? Donc, vas-y. J'ai besoin de les voir en fait. Donc, la grosse majorité des grosses transfos, en fait, aujourd'hui, c'est du Scrum à l'échelle, le SCF machin, un peu de Kanban, et si vous êtes chanceux, vous avez une petite réorg à la Spotify en plus. Alors, c'est nécessaire, ok, mais c'est pas suffisant. Parce qu'une équipe, ça ne se réduit pas à un processus, et il va falloir impacter le social et le culturel. C'est facile. Qui peut me dire comment ? On va en parler. À toi. Donc il va falloir faire évoluer les postures. Si je vous dis, vous êtes sur un vélo, et je vous dis, vous voulez apprendre à conduire sur les mains, je te dis, lâche le volant, lâche le volant, lâche le volant, lâche le volant. Vous vous sentez comment ? Ok. Autre version, c'est, je t'apprends à tenir l'équilibre. Quand tu sais tenir l'équilibre, est-ce que tu as un problème pour lâcher le volant ? Bon, en arrière, voilà. Donc ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut d'abord acquérir un certain nombre de compétences sociales et culturelles, si vous voulez que les postures changent. Il ne s'agit pas d'injoncter « soyez un manager leader », servant leader ou whatever. Si je ne vous dis pas comment et si vous ne l'avez pas intégré, ça ne va pas marcher. Et ce qu'on a en fait changé, c'est que l'approche traditionnelle, c'est de faire évoluer une équipe existante. Typiquement, on veut la rendre d'abord performante parce que c'est ce qu'attend la direction, et puis on leur donne l'autonomie parce que c'est sympa et c'est la mode. Ici, on a fait différent. On a créé une équipe autonome, on l'a montée en compétences, et la performance en découle. OK ? Voilà, toi. OK. Le troisième message, c'est qu'il va falloir rendre ces compétences intégrables et transmissibles. Sinon, vous n'allez pas passer à l'échelle. Et pour ça, il faut en gros articuler et structurer. Parce que ça va être trop long si vous prenez une posture de coach où chacun doit réinventer la roue et l'agilité de son côté. Et entre autres, il va falloir mettre des paliers pour se substituer à ce qui n'est pas en place. Donc il va falloir articuler ça et laisser digérer, parce que sinon ça ne passe pas non plus. Il faut bien différencier une compétence d'une connaissance et d'une simple information. Quand vous allez, moi, la plupart des choses que je vois, on vous appelle ça formation agile, c'est une information. Vous ressortez, vous avez été informé. Alors, on s'est posé la question, on va vous donner une sheet technique,
Beaucoup trop pour qu'on puisse en parler là, on va devoir couper. Donc on s'est dit comment on fait. Est-ce qu'on écrit un petit livre? Je n'aurai pas le temps de l'écrire, vous n'aurez pas le temps de le lire. Donc on s'est posé la question, on va vous en présenter 2, 3, et on s'est dit, ceux qui ont envie de continuer la conversation, on crée un meet-up, inscrivez-vous, et on verra, on continuera de partager ça en place pour ceux qui ont envie. Okay, parce que sinon, ça va être la déferlante d'informations. De toute façon, ça sera la déferlante d'informations. Mais comme ça, vous êtes prévenus. Et puis, voilà. OK. Donc ça, c'est en très gros ce que vous allez voir. Il y a un certain nombre de compétences. Le but, c'est que ces compétences, en fait, à acquérir, elles se mettent autour de 4 grands axes: voir ensemble, interagir, dont décider, et se développer. On verra qu'un certain nombre de ces compétences peuvent être, en fait, la plupart de ces choses sont dans le marché, mais il faut les hacker si on veut les faire fonctionner. Et on verra l'exemple des problèmes quand vous déployez ces compétences. Ce n'est pas juste by the book. Voilà. On prendra l'exemple de Scrum, qu'on peut résumer à ces 3 choses: time boxing, inspect and adapt et les rôles. Et on verra que, en fait, on a rajouté un peu de trucs autour. On verra lesquels. Ensuite, le focus traditionnel de Scrum, c'est la coordination. Ouais, mais si vous n'apprenez pas aux gens à interagir, ils ne sauront pas décider, ils ne sauront pas se développer et ils auront du mal à voir où ils vont. Et on verra que la plupart de ces compétences, elles existent telles quelles, mais on a dû en vert foncé, en hacker certaines, en recombiner certaines autres vert clair, et on a même créé 1 ou 2. On n'aura pas le temps de tout repasser en revue, on vous donnera 1 ou 2 exemples. On prendra l'exemple du consentement. Qui connaît le consentement ici? Levez la main, bien haut, merci. Vous pourrez nous donner votre avis et on verra les problèmes typiques qu'on peut avoir quand vous le mettrez en place. Et on vous dira, en fait, je me suis rendu compte en fait que quand j'ai fait ça assez organiquement avec Avengers, je suis repassé, j'ai réinventé quelque chose qui était, comme d'habitude, j'ai réinventé une roue. Erden et Nonaka avaient déjà créé un modèle là-dessus. Et je vous l'expliquerai parce que ça va permettre de rendre lisible ce que vous voulez faire vraiment. Si vous devez retenir qu'un seul message là-dessus, c'est que typiquement, la cible de l'agile classique, c'est d'avoir des équipes, c'est le niveau 3, autonomie, auto-organisée, c'est-à-dire que vous allez vers des équipes, vous voulez l'adaptativité, vous n'aurez que la réactivité. Ce que vous voulez vraiment, ce sont des équipes proactives, pas réactives. Ça, c'est important à comprendre, la limite de l'agile. Aujourd'hui. Et voilà. Et ceux qui ont envie de continuer de discuter, on peut se revoir là. Et maintenant, je vais laisser un petit peu la place à Diego, qui va nous raconter une histoire vraie. Parce que moi, je raconte que des conneries. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une histoire qui a eu lieu au sein de WSNCF, et c'est une histoire qui a commencé dès 2013. Pour reprendre les choses qui ont été présentées en introduction par Luc, en fait, on a essayé de démonter, en fait, décrypter les différentes étapes qui ont eu lieu dans notre équipe. Je rappelle une équipe qui a été DevOps, qui a combiné à la fois des devs, des ops et des infra, donc avec des cultures différentes, et en plus qui était délocalisée sur 3 sites. Donc il y avait de l'enjeu. Et forcément, on a traversé tout un tas d'étapes de manière progressive pour ça. Et on a dû intervenir sur 3 niveaux: l'organisation, la team et forcément le développement personnel. Donc cette histoire a commencé en 2013 où, en fait, comme bon nombre d'entreprises, on a commencé à s'intéresser au mouvement DevOps, à la manière dont on pouvait l'implémenter. Et en fait, une équipe a été créée à ce moment-là pour mettre en place cette usine logicielle, donc tout ce qui est le framework, le workflow de déploiement des livrables, du dev jusqu'à la prod. Le travail a été effectué de 2013 jusqu'à 2015 et a commencé à être livré au statut de maquette. Et en 2016, au début de l'année 2016, la décision est tombée, le couperet des budgets est tombé. Et en fait, le top level management a décidé d'arrêter la mission et donc d'arrêter l'équipe à ce moment-là. Je rappelle que les outils étaient au statut de maquette, ils n'étaient pas prodés, ils n'étaient pas résilients. Nous autres, en tant qu'experts, nous avions émis ces réserves-là en disant attention, c'est pas sec. Et au final, les chiffres ont parlé et on a dû arrêter. Et la réalité, en fait, est une vilaine piégeuse parce qu'en fait, finalement, elle revient comme un boomerang. Et il est arrivé, en fait, un test de résilience, mais là, au niveau du data center en lui-même à Lille, un gros bouton rouge qui a été pressé au mauvais endroit.
Et en fait, la totalité des serveurs de l'usine logicielle sont tombés à ce moment-là, sauf qu'on a mis 4 jours pour les remettre en état. 4 jours avec finalement des devs, des ops, des infras qui n'étaient pas en mesure de travailler. 1000 personnes qui se les roulent. Voilà. Donc la perte a été estimée à peu près à 1,2 million d'euros. Voilà. Donc forcément, ça fait réagir. Le top level management, en fait, qui a pris conscience que le boulet du canon était passé très proche au niveau des budgets, parce que finalement on avait perdu pas mal d'argent dans l'histoire, a décidé de recomposer une équipe. C'est l'équipe Avengers qui a été recréée à ce moment-là pour adresser ces nouveaux défis et remettre les choses en état. Et nous avons commencé notre démarche dès début janvier 2017. Et là, en fait, on a commencé à apprendre à conduire tout droit et ensemble. Et nous avons été accompagnés par Luc en tant que coach par rapport à ça, parce que nous avions tous des cultures différentes. C'était pas obligatoirement évident de s'entendre. Et par contre, on avait l'exigence d'une mission commando, c'est-à-dire qu'il fallait relever les outils le plus vite possible et s'assurer que l'incident qui s'était produit 2 mois auparavant ne se reproduise pas. Donc en fait, on n'avait pas le temps de se préoccuper de la trajectoire là-dessus. Il fallait qu'on puisse agir très très vite. Et Luc nous a permis de nous donner ça. L'urgence implique la directivité. Par rapport à ça, par contre, Luc nous a initié à la pratique du consentement pour éviter justement les problématiques de débat d'experts qui tournent en rond. En fait, il fallait qu'on puisse prendre des décisions assez rapides pour relever les choses. On a également eu la possibilité de créer un lien authentique avec nos stakeholders, réellement. Donc là, on a vraiment essayé de prendre cette démarche-là, cette démarche de contact avec eux, de compte-rendu, et aussi de retisser un lien avec la communauté, parce qu'en fait, ces outils qui avaient été laissés un peu à l'abandon, ils avaient vivoté avec le support quand même des utilisateurs, mais un support non expert. Ensuite, on a appris à tourner. Alors là, ça a eu lieu pendant le printemps 2017. Là, la posture du coach a évolué. C'est-à-dire qu'en fait, de chef de projet proxy qu'il pouvait avoir en termes de rôle auparavant, il est passé au statut de mentor du PO. Il m'a aidé à structurer l'équipe. Autour de ça, en fait, on a eu la possibilité de mettre en place quelques ruptures culturelles dans l'équipe, c'est-à-dire expliquer à la personne qui représentait l'infra que finalement tout le monde devait avoir les mêmes habilitations sur la totalité du périmètre métier, sinon en fait on était bloqué. Je peux vous dire que ça a été le sujet de quelques débats d'opinion, mais en fait le consentement nous a permis justement de sortir de cette ornière. Également première rétro, et en fait cette première rétro nous a rassurés parce qu'en fait je vous ai dit qu'on était dans une mission commando, une mission ça a un début et une fin. Là on était un petit peu étroit au niveau des entournures et en fait au final la mission a été reconduite et même élargie. C'est-à-dire qu'on a eu mandat de la direction de continuer à faire nos travaux de retape et d'évolution. Le coach a commencé à se retirer de l'équipe justement. Et c'est là où on est tombé sur un bec. C'est-à-dire que sa présence qui était structurante, cette présence qui incarnait justement un petit peu la discipline, en fait, nous a amené à nous relâcher. La période estivale veut que tout le monde part un peu en congé. On ne se dit plus vraiment ce que l'on fait, on retombe dans nos vieilles habitudes. On était très autonome, donc en fait, on revient sur nos activités préférées. Et finalement, c'est un peu un été meurtrier. Il y a moins de liens, il y a moins de connexions. Et en fait, la situation le poteau rose est révélé au mois de septembre, à la deuxième rétro, où en fait, l'un des membres de l'équipe dit je ne comprends pas ce qu'on fait là. En fait, on est en train de se présenter ce qu'on était en train de faire, et bizarrement, il y a une perte de confiance par rapport à ça. Et en fait, on n'a pas l'impression que ce soit ça le problème. Donc en fait, plutôt que de faire une rétro, on a commencé à faire un atelier pour essayer de regarder quels étaient nos vrais besoins, les besoins de soutien, les besoins de motivation, les besoins de réalisation. Et en fait, on a essayé de commencer à trouver des solutions originales par nous-mêmes. Là, le coach était soutien de l'équipe par rapport à ça, à cet épisode. Et cette bienveillance, ça nous a permis de rebooster, entre guillemets, l'équipe et de repartir sur de bonnes bases par rapport à ça.
ça a permis quand même le départ d'une des personnes historiques de l'équipe, mais sans que l'équipe ne collapse. Donc après être remonté en selle, finalement, on a commencé vraiment à s'adapter, à s'auto-organiser. On a demandé à avoir de l'autonomie sur la vision, vu qu'en fait, finalement, c'est nous qui connaissons le mieux le périmètre. Donc en fait, tant qu'à faire, autant que ce soit nous qui proposions comment le faire évoluer. Nous avons eu la possibilité de mettre en place les structures de soutien nécessaires. Donc on a généralisé le binomage sur tous les travaux au niveau des projets. Nous avons géré des sessions de peer coaching, de peer working, justement, pour continuer à nous développer. Nous avons créé une matrice de compétences et d'attraits, ce qui permettait aux gens de se positionner et de partager ça vis-à-vis des autres personnes de l'équipe, s'ils se projetaient plus en tant que doueurs, ou plus en tant que coordinateurs, ou plus en relation avec l'écosystème, et pas les envoyer au casse-pipe alors que finalement, c'est pas leur trip. Donc on a commencé à prendre en compte les besoins individuels à ce moment-là. Nous avons également essayé d'adresser des problématiques de coordination. On a vu qu'on avait un trou dans la raquette réellement. Le départ de Luc l'avait montré. Et on a essayé de créer un rôle tournant, un capitaine de sprint finalement. Il n'y a pas de Scrum Master dans l'équipe en tant que tel. Donc en fait, on a essayé de regarder quelles étaient les structures minimales pour que ça tienne, pour que ça nous permette d'agir et que ça nous permette de nous concentrer quand même sur notre valeur ajoutée, c'est-à-dire délivrer les outils. Enfin, on a commencé à devenir proactif et innovant. Sur la pyramide d'Erden, on est arrivé au niveau 4 à ce moment-là. En effet, notre équipe est devenue hors hiérarchie. On rendait compte aux stakeholders, mais finalement, les stakeholders, sur ces aspects-là, nous soutenaient dans nos décisions, parce que nous étions en mesure de pouvoir proposer une trajectoire, une vision autour de notre métier. Ça s'est vu lors du deuxième copil, où en fait on a pu présenter à la totalité du top level management, pas juste les stakeholders, vraiment la totalité des directeurs de WeSNCF, l'état des lieux des assets de l'usine logicielle. On a utilisé pour cela une liberating structure qui s'appelle l'écocycle, ce qui permettait entre guillemets de montrer tout ce qui était de l'ordre de l'investigation, du développement, de l'entretien ou du retrait. Ça amenait parfois à des choix difficiles, c'est-à-dire ça, on décommissionne. Ça ne sert plus à rien, ça n'a plus de valeur. Donc en fait, on était en mesure de pouvoir gérer notre périmètre là-dessus et de le transmettre de manière intelligible aussi bien aux sponsors qu'à la communauté. Enfin, en janvier 2019, il était temps pour moi de tirer ma révérence. C'est pas pour autant que l'équipe a collapsé, loin de là, parce qu'en fait maintenant l'équipe elle est reprise par l'équipe elle-même en tant que telle. Elle est toujours capable de définir sa vision et sa trajectoire. Moi, on m'a demandé maintenant de leader cette practice auprès des autres équipes de WeSNCF pour essayer de rendre cette expérience réplicable. Et l'un des premiers pas pour pouvoir rendre cette chose réplicable, ça a été de travailler avec Luc pour essayer de vous présenter un certain nombre de modèles, un certain nombre de pistes que nous allons nous faire une joie de vous présenter dès maintenant. Et vous nous direz si ça vous fait une joie de les entendre. Voilà, merci Diego. Alors, maintenant, à toi de jouer la zapette. Yep. Qu'est-ce qu'on va vous montrer ? En fait, on va vous montrer un certain nombre de compétences. Vas-y. Alors, ça c'est ce qu'on avait dit. Alors, on va revenir un peu là-dessus. Aujourd'hui, on se retrouve face à... Qui est en train de faire une transfo agile ici ? Excellent. J'aimerais, et là il faudrait prendre des photos, qui est coach ou consultant dans la salle ? Levez la main. Merci beaucoup. Combien sont managers dans les équipes et autres ? Merci. Donc en fait, c'est intéressant de comprendre l'endurance parce que aujourd'hui, en plus d'avoir des coachs agiles, on se retrouve à ce que, comme ça devient un business le déploiement de l'agile, et puis une fois qu'on a fait le tour des 200 coachs sur le marché ou des 300, on n'arrive plus à passer à l'échelle. Donc, les directions achètent du consultant agile, c'est-à-dire Accenture, KPMG, BCG, etc., sont appelés à déployer de l'agile sans en avoir jamais pratiqué eux-mêmes. Alors, c'est intéressant parce que ça pose une nouvelle problématique. Ils se sont rendus compte que c'est un business parce que, par exemple, Accenture a racheté Octo, BCG a acheté Platinion, pour comprendre de quoi il en retourne. Alors, ça pose une nouvelle problématique. Parce qu'eux, ils vont regarder qu'est-ce qu'il faut faire. OK, Scrum, Ceph, machin, Spotify, on y va. Bloom, ça déploie.
Un plan, un déploiement. Alors ça c'est bien. Alors, l'intérêt de Scrum, c'était fait pour, c'est que c'est très simple. Le problème avec Scrum, c'est que c'est trop simple. Et c'était un choix par design de Jeff de dire je veux le truc minimal qui doit pouvoir marcher, pas plus que ça. Donc le problème, c'est pas Scrum, c'est que si on simplifie l'agile à l'extrême, à des recettes de cuisine, on va pas pouvoir, ça va pas vous donner l'effet que vous voulez vraiment. Et Scott Kilpie disait quand une transformation numérique est bien faite, c'est comme une chenille qui se transforme en papillon, celle-là on l'a tous entendu, mais quand elle est mal faite, on a juste une chenille très rapide. Si vous faites que du Scrum, vous aurez juste des chenilles très rapides. C'est mon opinion, vous pouvez tester par vous-même. Parce qu'une équipe, ça se réduit pas à un processus. Une organisation, c'est deux choses. Le formel et l'informel. Le formel, c'est quand vous demandez à un top manager comment vous êtes organisé, il vous sort l'organigramme. C'est-à-dire, en fait, c'est la répartition du travail. Il va vous sortir ces listes de processus du manuel qualité que personne ne regarde sur l'étagère. Voilà nos processus. Et une série d'outils. Ça, c'est le truc classique, c'est le focus du management. Et c'est le focus des consultants management parce que c'est leur client. C'est parfait. Mais ce n'est pas ça dont on parle. Il y a aussi l'informel, c'est-à-dire comment les gens se mettent en interaction, le social, et qu'est-ce qu'ils croient. Qu'est-ce qu'on peut croire qui est possible ou pas possible. Est-ce que c'est autorisé, pas autorisé? La culture. Donc les références partagées. Derrière ça, il y a comment on échange de l'information, avec deux points très importants, comment on réfléchit ensemble, comment on décide ensemble. Qui, à l'école, a appris à décider ensemble? Parce que moi, ce qu'on m'a appris, c'est faire ce qu'on me dit, faire comme papa me dit, faire comme le maître d'école me dit, faire comme le patron me dit. Au-dessus de moi, j'ai une chaîne de gens qui décident pour moi et qui lui-même ont des chefs, et tout le monde dit à l'autre ce qu'il doit faire. C'est parfait. Donc le jour où on me dit « soyez libre, soyez autonome, décidez ensemble », je n'ai pas la compétence. Qui a une compétence décider ensemble? Levez la main. Bravo, il y en a deux. Donc on a un peu de boulot. Donc il va falloir apprendre ça. Alors le coach agile a conscience que ça doit être fait, mais il n'a pas toujours le comment. Et notamment, est-ce que c'est facile à transmettre ça? Ça fait partie d'une des compétences qu'il va falloir transmettre. Parce que vous ne pouvez pas dire aux gens, soyez autonomes, décidez ensemble, et je ne vous dis pas comment. Vous allez voir, essayez, c'est facile. Qui a déjà essayé de discuter au café et refaire le monde? Levez la main. Qui trouvait ça productif? Gardez la main haute. Merci. OK. Donc si on regarde une équipe d'une autre manière, vous pouvez dire comment ça se compose, comment ça se socialise et comment ça se forme, les processus et l'efficacité, le leadership, et la continuation et le déclin. Le focus classique de Scrum, c'est celui du milieu. Scrum n'a jamais dit qu'il ne faut pas traiter le reste. Si vous allez sur le Scrum Plop, vous trouverez 200 patterns pour traiter aussi d'autres choses autour. Mais généralement, ce qu'on connaît, c'est le Scrum Definition. Et le focus d'une transfo agile, c'est sur le processus et l'efficacité, parce que c'est sur quoi on doit faire du formel. Donc on ne traite pas le reste. Ce n'est pas vu et connu. Scrum, si vous le décomposez, time boxing, inspect and adapt, role, PO, etc. Et on a rajouté 2-3 trucs qui peuvent, en gros... Alors, qui connaît les liberating structures? Levez la main, on va faire un petit sondage. Bravo, waouh, plein. Qui connaît la sociocratie? Plus ou moins, ou a entendu parler? Super. La spirale dynamique. Excellent. La systémique, qui a entendu parler de ça? Waouh, plein de mains. Bidi, bidi, bidi. La sécurité psychologique, Google, Lenchenet, etc. Ouais, super. Et la CNV, super. Donc vous voyez que globalement, toutes les compétences sont dans la salle. Hein, on peut tous faire ça. Qui a déjà eu l'occasion de déployer ça dans son métier pro? Levez la main. 1, 2, 2 et demi. Ok, 2 demi, 3. Pas mal. Donc voilà. Donc le problème, c'est comment on va transmettre ça et comment on va mettre ça en pratique. Parce qu'on s'en fout des théories, ce qui compte, c'est la pratique. Donc, derrière ça, à quoi on veut aboutir? On veut que les gens puissent interagir. Est-ce que vous pensez qu'on peut travailler sans interagir? Qui pense ça? Levez la main. Bon, ok. Décider. Qui s'est décidé collectivement? On a déjà joué à ce jeu juste là avant. Voir. Est-ce que c'est tout à fait clair, la vision de la direction, la roadmap et tout ça, c'est clair pour vous? Okay. Et vous pensez que les équipes savent le faire elles-mêmes? Ah, hop, merci beaucoup. Voilà. Et pour pouvoir faire, il va falloir que les gens puissent se développer. C'est-à-dire se développer eux-mêmes parce qu'en autonomie, c'est une équipe autonome. Donc ça, c'est finalement les grands axes qu'on veut. Alors que l'axe traditionnel de Scrum, c'est la coordination. Okay, c'est le project management.
Je mets mon timer. Hop là. Next. Donc il faut pouvoir agir sur plusieurs niveaux, c'est en ça que c'est de la systémique. Ok, bien sûr, il y a le team et le groupe, qui sont composés d'individus, au service, en gros, d'une organisation. Donc il faut travailler sur tout ça. Et pour ça, il faut pouvoir travailler effectivement comment le groupe interagit, donner des compétences aux personnes pour pouvoir le faire, et être capable d'exprimer leur stratégie au niveau individuel, au niveau du groupe et au niveau au-dessus. Pour ça, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, tout existe déjà. Encore faut-il savoir que ça existe et comment on le met en place. Donc voilà les choses que nous, on a mis en place. Tout ça sera disponible sur le slide donc, avec un peu plus de résolution. Les verts, c'est celles qu'on a pu utiliser quasiment telles quelles. Foncé. Les verts clairs, on a dû les hacker. On va vous donner un exemple. On en a combiné un certain nombre entre elles. Alors, c'est des domaines qui sont au-delà que je qualifierais de l'agile traditionnel. On a été piqués dans la psychologie, dans la sociologie, et on en fait des choses très pratiques. Et les gens n'ont pas besoin de savoir quand ils les appliquent, d'où ça vient. Mais je vais vous en donner des exemples. Et puis, il y en a même certaines qu'on a dû créer. Donc, le but, c'est de pouvoir que ces compétences se renforcent. C'est-à-dire, vous voulez en fait, comme c'est de l'informel, on n'a pas de mots pour ça. Donc, généralement, si je vous demande comment vous décidez, comment vous décidez, généralement, je vais demander à un codir, je demande à des décideurs professionnels. Un codir, c'est une équipe de décideurs professionnels. Et quand je leur demande, c'est on se met en salle et on discute. Ça, c'est leur méthode de décision. Donc, ils n'ont pas de clarté, c'est leur métier de base décideur, mais ils n'ont pas vraiment de clarté. Ils ne savent pas si je leur dis, c'est quoi, du consensus, du consentement, c'est un compromis, c'est de la directivité. Je ne sais pas. Mais de toute façon, on a un processus de décision. Oui, vous avez un processus de décision qui dit quoi, qui peut décider quoi, quand, mais il ne vous dit pas comment vous décidez, par exemple. Donc, on va tomber sur ces trucs. On n'a pas les mots. On n'a pas toujours les mots. Donc, il faut mettre des mots sur les trucs pour pouvoir en discuter, parce que c'est informel. On ne sait pas ça, donc il va falloir mettre des mots. C'est simplement ça les modèles. Donc le but, ce n'est pas d'être prescriptif, descriptif, ce n'est pas de dire que ça va être la réalité, c'est juste de se former des repères ensemble ou un langage commun comme on l'entendait ce matin. Voilà, donc deuxième chose, une fois que vous avez mis des mots sur les trucs, il va falloir les pratiquer et pour ça, il faut du temps. C'est comme si je vous explique. Les vélos existent, niveau information. Je vous explique la théorie. Il y a un volant, il y a des roues, il y a des pédales. Ça vous suffit pour faire du vélo? Ensuite, vous montez dessus et vous arrivez à l'étape 3, l'intégration. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte, oh putain, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas les voies, c'est l'équilibre. Là, il vous faut le temps d'intégrer. Donc, généralement, fail and retry, un certain nombre de fois. Une fois que vous n'avez pas trop mal aux genoux, vous remontez dessus, certains arrêtent, et à la fin, vous savez faire, vous avez la maîtrise. Quatrième étape, vous allez juste prendre le vélo, vous allez chercher des croissants pour la famille, le dimanche matin, et vous ne pensez plus au vélo, c'est juste un moyen pour faire autre chose. Donc il faut donner le temps de l'intégration. Si on prend l'exemple, Erden, on n'avait pas un slide avant? Qu'est-ce que j'avais avant? C'était ça. Oui, c'est ça, ok. Alors le problème, c'est de se donner du temps. Donc on va donner un exemple, Erden. Alors, qui est Erden? Je dis Erden Nonaka. En fait, c'est des gens qui ont travaillé sur comment fonctionnent les équipes. Alors, c'est rigolo parce que récemment, j'ai vu que qui connaît Jeff Sutherland, au moins de nom, fondateur de Scrum, j'ai vu qu'en fait, il s'était basé sur le papier de Nonaka pour écrire Scrum. C'est assez drôle. Tout ça, je ne le savais pas quand j'ai retrouvé ça. Donc en fait, c'est comment les équipes fonctionnent, la connaissance tacite, comment elle se propage dans les entreprises. Donc il donne la métaphore, par exemple, d'une équipe de basket. Au niveau 1, vous prenez des gens, ils savent individuellement, ils sont compétents, ils savent juste jouer au basket. Est-ce que c'est une équipe? À l'étape 2, le coach ou l'entraîneur, il va leur apprendre des tactiques, défensives, offensives, etc. Mais au moment du match, c'est lui qui va dire la 22, la 33, les machins, c'est lui qui les pilote. Au niveau 3, l'équipe sera capable de prendre les tactiques appropriées, connues. Et au niveau 4, elle sera capable même d'utiliser les connues et d'improviser face à des nouvelles choses. La cible traditionnelle de l'agile, c'est le niveau 3. Vous voulez que vos équipes soient adaptatives. C'est-à-dire, une lecture possible de cela, c'est que vous preniez des gens compétents et vous mettez de l'ordre là-dessus. Le chef de projet, typiquement en mode classique externe, incarne le sens et l'ordre. Il va ordonner les choses. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu feras ça après, etc. Quand on est donc une équipe centralement organisée,
on arrive à un niveau de discipline, ça marche. Ensuite, quand ce sens de l'ordre, finalement, qui est aujourd'hui incarné par une personne, si vous arrivez à le répartir dans l'équipe, l'équipe va être capable de fonctionner, de se mettre en ordre de marche. Ça sera le niveau où ils seront auto-organisés. Il y a toujours un PO à l'externe qui vous dit où on va, la vision. Vous aurez quelque chose d'adaptatif. Et si, dans la logique, vous prenez ce sens et l'équipe arrive à l'intégrer, vous arriverez au niveau 4, où l'équipe pourra être proactive, puisqu'elle sera, en anglais, self-directed, elle saura trouver la direction où elle est. Elle ne saura pas simplement exécuter de manière autonome la vision, elle saura aussi la créer ou co-créer la vision. Alors, pratiquement, ça demande des changements, parce que le truc classique du coach agile, c'est qu'il est soit en conseil, il est dans cette posture-là du milieu, il est soit en conseil, soit en manipulation. Il doit influencer des gens, alors que ce qu'on a fait ici, c'est se concentrer, de commencer par dire, j'ai incarné mon rôle, j'étais dedans, et je leur ai pas expliqué ce qu'il faut faire, je leur ai dit on fait ça, on a mis des rôles tournants, etc., pour incarner la discipline, et les gens, ils m'ont copié. En fait, c'est montré par l'exemple. Et au bout de 3 mois, je me suis retiré. Là, il y a eu un mini-collapse. Ils se sont rendus compte que c'était à eux de prendre en charge cette discipline et cet ordre. C'est ça qui leur a permis d'être résilients dans le niveau 2. Dans le niveau 3, pardon. Et ensuite, les histoires de vision. Pareil, la posture. Diego, ici, en fait, a copié ce que je faisais, puis je lui ai expliqué ce que je faisais, puis il a pu expliquer aux autres comment il faisait. C'est-à-dire qu'il est devenu à la fin, lui, un coach de coach. C'est-à-dire, moi, je suis un coach de coach et lui, c'est un coach. Le management monte en compétences et en transmission. Il passe de quelqu'un qui dirige à quelqu'un qui aide à diriger, voire qui forme les gens à s'autodiriger. Alors, quelques exemples de techniques pour montrer comment ça s'étale dans le temps. Ici, au début, les gens devaient être capables, les membres de l'équipe, d'expliquer ce qu'ils veulent faire. On avait une tonne de problèmes à résoudre. Alors, il y a tel problème, on voudrait faire ci, il faudrait faire ça. Le gros débat d'experts, vous imaginez, on en avait plus de 150 à résoudre. Ça peut tourner la réunionite comme un fou. Donc, on a montré des techniques. On voulait une toute simple, un code couleur. Alors, on était en real-time board, c'est-à-dire en post-it virtuel, parce qu'on est sur 3 sites. Et les gens avaient un template qui copiait-collait. Je décris mon problème. Voilà les solutions, une ou plusieurs que je propose. Voilà ce qu'il faudrait faire pour ça. Il me faut ça ou ça comme compétence ou comme capacité. Le cas échéant, il me faut des nouveaux droits. Et à quoi je m'attends? Et quand c'était OK, alors la personne écrivait sa proposition, les autres disaient OK, OK, ou KO, ou je n'ai pas d'opinion. Tout ça se faisait de manière asynchrone. Et si tu reviens en arrière, on peut voir qu'en fait, il y avait une dizaine de trucs comme ça qui décrivaient la problématique. L'architecture était résumée de manière visuelle et les décisions. On ne se réunissait à discuter que quand il y avait un chaos. Si c'était OK, il n'y avait pas d'en discuter. On pouvait travailler donc, pas de grosses discussions. Et on se voyait à 2 ou à 3. Dans la deuxième étape, là, les gens acquéraient de la clarté personnelle. Ils étaient capables de dire avec clarté ce qu'ils voulaient et où ils allaient aller, pour eux, pour leur truc, pour un problème. Ensuite, l'équipe a réussi à acquérir cette clarté et d'expliquer, lors de la deuxième phase, aux stakeholders, voilà ce qu'il faut. On a fini ça et maintenant on voudrait faire ça en utilisant ce pattern. Et à la fin, donc ce qui est une roadmap, une série de comme ça a été une roadmap. Et les troisièmes, c'était carrément une vision. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe a acquis, elle est passée de je suis capable de dire ce que je veux, de ce que l'équipe veut à ce que l'écosystème veut, et en termes à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc en fait, on augmente le champ de vision et le champ de capacité. De manière très simple. Je veux dire, mais c'est transparent et lisible. OK. On va maintenant vous montrer un exemple de comment ça déconne. Quand vous devez décider ensemble, vous parlez de Scrum. On vous parle, il y a des rôles. Dans la version longue, juste après, on va vous dire, il y a un product owner qui ne doit pas être un Scrum Master, et l'équipe doit être auto-organisée, toutes les décisions sont prises ensemble et sont collectivement responsables. Génial, il n'y a qu'à Faucon. Ce n'est pas une invention, ça c'est Wikipédia. Et donc, à un moment, comment on décide? Donc, comment on décide? Alors, quand on se marie, je suis à l'église, je suis le curé. Pierre et Marie vont se marier. Y a-t-il quelqu'un dans l'Assemblée qui a une objection à cela? Qu'ils le disent maintenant ou se taisent à jamais? Ça, c'est quoi comme mode de décision?
Pardon ? C'est le consentement. Je vais vous faire la même version en consensus, en compromis et en directivité. Pierre et Marie vont se marier aujourd'hui. Vous êtes 150. Quelle est votre opinion ? Qui est d'accord avec cela ? Alors, tu en as un qui va dire ouais, mais je pense qu'il ferait mieux de se marier avec truc. Je préférerais qu'elle se marie avec moi. Ils ne devraient pas se marier ensemble, c'est pas bien, etc. etc. OK ? Donc, ça va être super. Le mode de consensus, c'est comme un petit peu avec quoi on fonctionne aujourd'hui dans notre société. La version compromis, négo, c'est pas mal. Pierre et Marie vont se marier aujourd'hui à 60%. À 40%, ils auront leur temps libre. Les enfants seront donc détenus à 60% par l'autorité parentale, et en cas de divorce, il y aura 30% et 30% d'autorité parentale, etc., etc., etc. Vous voyez, ça va être super. On voit déjà bien. Et la version directive, c'est une version assez classique. Ma fille, je vais te dire à qui tu vas te marier. Voilà. Est-ce que vous voyez pourquoi, d'après vous, dans la complexité, qu'est-ce qui est mieux pour décider ? Est-ce que vous voyez pourquoi, dans la version mariage, on prend du consentement et pas du consensus ou du compromis ? Ok. Quand maintenant vous allez mettre ça en place, il va y avoir encore des choses. Parce que finalement, tout le monde qui a lu Sociocratie ou Lacratie, Blablacratie, c'est génial, faites du consentement. Et alors, à ce moment-là, les copains ils me racontent, mais attends, mais c'était le bordel. On a commencé à discuter de non, c'est pas une objection, quelle est ma raison d'être, etc., etc. Ok ? Qui a déjà vécu ce genre de choses, levez la main. Ok, ça, je ne parle pas dans le vide. Donc nous, on a fait un hack. On a fait un hack. C'était, en fait, c'est quoi une objection ? Alors, quelqu'un qui va dire, je ne suis pas d'accord avec l'objectif. Ok, c'est une objection. Ensuite, vous pouvez dire aussi, oui, mais attends, je suis d'accord avec l'objectif, mais je crois qu'on va avoir tel ou tel problème. Oui, mais ça, c'est un concern, c'est une préoccupation. C'est pas une objection. Puis il y a un troisième qui dit, attends, j'ai une meilleure idée. Ça, c'est une opinion. On avait une règle très simple. On réfléchit d'abord, c'est le machin que vous avez vu avec toutes les cases de couleurs, mais au moment où on arrive à la décision, on ne traite plus que les objections. On traite les concerns si on a le temps, et les opinions, c'est pour la phase de réflexion. C'est plus le moment de recommencer à rouvrir le débat. D'accord ? Donc, c'est très simple, mais ça, c'est à peu près nulle part. Alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Non, le précédent. Ça, je l'ai pompé encore une fois pour dire, la sociocratie 3.0, il y a bien un consentement à 2 niveaux, pour éviter les trucs délirants de raison d'être, etc., et de discussions infernales. Et il y a même Marie Miyashiro qui a un consentement à 7 niveaux. Okay ? Alors, moi, j'ai fait un truc un peu plus simple. La version, il faudra peut-être couper la caméra, mais c'est simple, c'est quand quelqu'un me sortait une opinion, je dis merci de ton opinion. Et puis avant, je leur avais dit les opinions, c'est comme les trous de cul, tout le monde en a au moins une. Mais c'est pas le moment. C'était le moment avant. Maintenant, on veut juste savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Si c'est pas bon, tu dis pourquoi pour toi. Et sinon, c'est bon, on y va. Ok ? Voilà. Ok, si on récap. Interagir, c'est juste une des compétences à acquérir. Il faut pouvoir ça avoir une interaction authentique. C'est-à-dire que c'est une condition de succès. On ne peut pas éviter, et il ne faut pas éviter les différences d'opinion. Ce qu'il faut éviter, c'est les conflits d'opinion qui deviennent des conflits de personnes. Est-ce que ça, c'est clair pour vous ? Et donc, la proposition ici, ce n'est pas d'éviter les différences d'opinion, c'est de structurer les interactions. Donc, on a mis un certain nombre de compétences. Les gens pouvaient s'exprimer, ils faisaient un check-in, ils faisaient un check-out sur leurs sentiments au début et à la fin des réunions. Ils étaient capables de faire de la CNV, ils étaient capables d'avoir un peu de clarté intellectuelle, etc. un peu avant. Ils étaient capables de dire quand ils étaient énervés, pourquoi ils étaient énervés, etc. etc. Si vous regardez, c'est juste pour conclure, il y a un certain nombre de choses qui tournent dans les milieux agiles. Qui a déjà entendu parler de Tuckman ? Merveilleux. Lencioni ? Google, la sécurité psychologique. Voilà. En fait, toutes ces choses-là nous disent la même chose que je vous proposais là. C'est-à-dire, le but, c'est de pouvoir être. Il faut être capable. On ne peut pas éviter ce que Lencioni appelle les conflits. Il faut pouvoir simplement que ça ne devienne pas un problème. Si on ne peut pas discuter, si on ne peut pas dire qu'il y a un problème et si on ne peut pas en discuter, votre équipe n'arrivera à rien. C'est juste un des aspects, mais ça fait partie des aspects. C'était une illustration de comment on peut structurer une relation sociale pour qu'elle soit productive. OK ? Voilà. Donc, si on récap les messages, deuxième. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Scrum à l'échelle, avec un peu de Kanban et un petit peu de Spotify. C'est bien, mais c'est nécessaire, mais pas suffisant. Parce qu'une équipe, ce n'est pas juste un processus. 2. Si vous voulez que les postures évoluent, il faut que les gens aient les compétences. Si vous voulez qu'ils lâchent le guidon, il faut leur apprendre à tenir l'équilibre. Avant.
Et ça ne va pas juste bouger votre système social et culturel en disant « il faut que ça change ». Il faut leur dire, expliquer, oui, ça va changer parce que je sais ce que je peux faire à la place. Buckminster Fuller rappelait qu'on ne va pas changer, on ne va pas combattre une réalité, ça c'est un mauvais plan, on va mettre en place quelque chose qui marche mieux et les gens naturellement switcheront. C'était l'histoire du cheval et de la Ford T. Ça vous parle ça? C'est-à-dire que Ford, il a dit, en fait, ce que mes clients voulaient, me disaient, c'était des chevaux plus rapides et moi je leur ai fait des Ford T. Et il y a eu un temps de transition et tout le monde roule en bagnole aujourd'hui et les chevaux c'est juste à titre d'ornement et de plaisir. C'est plus le moyen de transport normal. Ok. Voilà. Et troisième chose, il faut que ces compétences soient intégrables et transmissibles. Parce que si je vous... Est-ce qu'à l'issue de ces 45 minutes, qu'est-ce que vous allez retenir? On sait depuis ce matin que vous allez oublier 60% dans l'heure qui suit. Et encore, avec tout ce que je vous ai dit, à mon avis, il y en aura plus. Et qu'est-ce que vous aurez intégré de tout ça? Il faut pratiquer. Et une fois que vous êtes devenu... Et lui, il a un autre problème. Il doit non seulement il a dû pratiquer, maintenant il doit transmettre aux autres. Hein? T'es pas dans la... Bon. Donc maintenant, il va falloir aussi rendre... C'est-à-dire qu'en fait, comme on a vu le coup du consentement, il faut des petits exemples simples pour que les compétences... Il faut leur expliquer pourquoi on fait ça plutôt qu'autre chose. Et ensuite, il faut qu'ils le pratiquent et qu'ils le voient fait, pas juste des conseils ou de la manipulation. Il faut donc se donner le temps de l'intégration, et on n'a pas trop parlé, mais dans la liberating structure, l'idée c'est que les structures sont autoportées. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, dans le paradigme classique de l'agile, ça tient beaucoup sur les hommes. Si le facilitateur est bon, je ne te parle pas de toi, ça va jouer, mais s'il se retire, ça risque de collapser. Si un jour il est un peu dépassé, ça collapse aussi. Ce qu'on veut, c'est des structures autoportées, comme la 1, 2, 4 dans une liberating structure. Ça ne dépend pas de la personne, ça dépend de la règle du jeu. Donc il faut être capable de structurer la convergence, structurer la divergence. On en reparlera pour ceux qui veulent. Et puis, il faut pouvoir étaler dans le temps. Ça, c'était le truc d'Erden. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment, être cohérent. Il faut faire un certain... Nous, on a fait des blocs de 3 mois, grosso modo. C'est-à-dire qu'on a fait pendant 3 mois, j'étais assez présent, et puis je me suis retiré un premier cran. Diego a pris le truc, et je me suis retiré d'un deuxième cran. Je ne faisais plus que coacher Diego, qui, lui, coachait l'équipe. Et pendant ce temps, des compétences naturelles... Enfin, tout le monde avait intégré les compétences, d'abord de discipline, puis d'autonomie, puis de vision, et on étalait ça dans le temps. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que 2 heures de formation agile, les tac, vous êtes agile et vous repartez bosser. Enfin, si quelqu'un trouve le truc, moi j'achète. Hein. Voilà. Si maintenant on prend encore un peu de recul, ce qu'on peut dire, enfin ce que moi je vois, c'est qu'il y a quelques années, on est passé du « c'est le chaos le plus total » à « on structure les workflows ». Alors c'est tombé dans des excès bureaucratiques avec les processus qualité, les machins d'enfer, mais grosso modo, on est passé de l'anarchie à des processus structurés. Merveilleux. Et si on faisait la même chose sur les interactions? Et si aujourd'hui on était passé les interactions sont anarchiques à et si les interactions étaient structurées pour qu'on puisse être en désaccord bienveillant quand il y a besoin d'en être. Et puis, ça vous amènera au niveau 3. Et au niveau 4, il faut pouvoir faire la même chose, structurer la manière de voir ensemble. Ce qui suppose qu'avant, on est capable de discuter sans s'engueuler et sortir les couteaux. Parce que de toute façon, tôt ou tard, ça va sortir. Voilà. Voilà. Au revoir.